Nous allons commencer. Donc, bonjour à tous, nous vous remercions d'assister à ce webinaire interview consacré à la fonction finition, donc tout ce qui est polissage, ponçage avec les cobots UR. Alors, petites informations pour commencer et avant de commencer, donc vous pouvez poser des questions sur le chat, on répondra à toutes vos questions à la fin de la présentation. Sachez que cette présentation sera enregistrée et sera de nouveau visualisable sur notre chaîne YouTube. Donc bonjour, je m'appelle Nicolas Boué. Bonjour Nicolas David. Bonjour. Donc je suis directeur général de la société HMI MBS. HMI MBS, c'est une société qui a plus de 20 ans d'expérience, qui a connu deux phases dans sa vie. Une première phase, nous étions un bureau d'ingénierie spécialisé entre autres dans la robotique. On intégrait des robots KUKA, on était KUKA Partner. Ça nous a donné une bonne expérience dans le domaine de la robotique. Et depuis 2014, on a fait le choix stratégique plutôt de s'orienter vers la commercialisation de produits avec des technologies un peu innovantes et disruptives, tels que des systèmes de cerclage ergonomique et l'ensemble, on va dire, de la gamme Teradyne Automation, qui consiste en les robots mobiles AMR tels que MiR ou AutoGuide, et naturellement les robots collaboratifs de la gamme Universal Robot. HMI MBS, c'est 34 personnes divisées en plusieurs équipes. On a une équipe d'experts terrain avec à chaque fois une équipe dédiée par produit pour venir vous aider et vous conseiller sur le choix du produit et la mise en œuvre du produit. Une équipe qui est plus en version support technique, ça ressemble à un petit bureau d'ingénierie pour aider nos clients à mettre en œuvre les produits que nous commercialisons. Une équipe où on assure tout le SAV en interne des produits que nous commercialisons et un support administratif efficient et rigoureux qui permet à l'ensemble de bien fonctionner. Aujourd'hui, HMI MBS, c'est un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros. Nicolas, je vous laisse vous présenter. Merci. Bonjour, donc Nicolas David, la société Robotique. Donc moi j'ai été ingénieur d'application, ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je suis chez Robotique. J'ai eu l'occasion de travailler sur de nombreuses applications avec les robots collaboratifs et notamment des applications de finition. Donc c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Je vous présente Robotique dans les grandes lignes. Donc Robotique, une société québécoise qui est basée à Québec. Depuis début 2019, on a ouvert un bureau à Lyon pour couvrir le marché européen. Donc moi, je fais partie de ce bureau. Depuis ce bureau, on a une équipe de services après-vente qui est là pour tout ce qui est réparation, changement de préhenseur si nécessaire. Et on a également des coachs en intégration qui s'occupent des preuves de concept, qui soutient nos clients et nos partenaires, dont HMI MBS, sur tous les projets, voilà, pour toutes les questions techniques. Donc, rapidement, la gamme de produits robotiques, donc à la base robotique vraiment concepteur et fabricant et revendeur de produits plug and play pour les robots collaboratifs. Donc des pinces, des préhenseurs, dont en haut à gauche la pince Andy, une pince 2 doigts IP67 que vous allez voir tout à l'heure sur un des robots pour une démo. D'autres pinces, 2F85, 2F140, une pince 3 doigts, des préhenseurs à vide, e-pick, air-pick, une caméra qu'on vient positionner au poignet du robot Universal Robot, et un capteur d'effort qu'on peut installer sur les anciennes versions des robots, les CB séries. Voilà. Sachant que sur les nouvelles versions des robots, les e-series, le capteur est déjà intégré au niveau du poignet du robot. Après cette partie plutôt hardware, donc des composants plug and play, on a développé une partie de logiciels qu'on a appelé la suite de logiciels copilotes, qui sont des logiciels métiers. Donc il y en a plusieurs. Et celui dont on va parler particulièrement aujourd'hui, c'est le Finishing Copilot, qui est plutôt orienté métier de la finition, donc polissage, ponçage. Bien, je rebondis. Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que vous appelez la finition, le polissage, le ponçage? C'est quoi pour vous cette fonction-là? Alors les opérations de finition, c'est un terme générique qui englobe notamment voilà, donc le polissage, le ponçage, ça c'est ce qui marche très très bien avec les robots collaboratifs. Donc il y a plein de paramètres qui vont varier dans ces applications, hein. Il y a les outils qu'on va utiliser, qu'on va mettre au bout du robot ou en fixe sur la table, il y a les vitesses, les déplacements. Il y a des choses qui sont en commun dans tous ces procédés, c'est l'application d'un effort, au moins pour garder le contact lors des déplacements, et la génération de trajectoires. Voilà. Donc c'est un petit peu ça que va proposer le logiciel Finishing Copilot. D'accord.
Et pour vous, les applications qui sont plutôt adaptées, mieux adaptées, il y a des applications qui correspondent mieux au monde de la cobotique et de la finition du coup? Oui, il y en a qui marchent très très bien. Par expérience, tout ce qui est polissage, ponçage de matériaux plutôt tendres comme le bois, certains aciers, ça marche très très bien. Le plastique également, donc venir appliquer un effort, générer des trajectoires pour polir ou poncer, ça marche très très bien. Ce qui est un peu plus délicat, voilà, à contrario, ce qui marche un petit peu moins bien, c'est ce qui est vraiment en marge des process de finition, et je pense particulièrement à l'ébavurage, qui peut être assez compliqué. Ça peut marcher dans certains cas, mais on a fait pas mal d'essais, avec notamment des petites fraiseuses au bout du robot, qu'on venait garder en contact en fait avec le produit, faire bouger le robot. Simplement, dépendamment de l'état de surface que va attendre le client, ça va être adapté ou pas au robot collaboratif. Il ne faut pas confondre le robot collaboratif avec une machine à usiner. Voilà. C'est là où va vraiment y avoir la limite un petit peu de ce qu'on est capable de faire. Et aujourd'hui, donc par rapport à cette fonction finition, polissage, ponçage, quelle est l'offre robotique? Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a une fonction logicielle puis une fonction hardware. Donc pour la partie fonction logicielle. Alors, l'offre robotique, elle est basée sur un logiciel qui s'appelle le Finishing Copilot. Donc le Finishing Copilot, c'est un logiciel qui vient exploiter les données du capteur d'effort, donc comme je disais tout à l'heure, qui est soit inclus dans le robot, soit qu'on rajoute à l'extérieur, dépendamment de la version qu'on a. Ce logiciel, il vient récupérer les 6 valeurs, donc 3 résultantes, 3 couples du capteur d'effort, et il vient notamment permettre au robot d'être piloté en effort. Donc on va donner comme consigne un effort au robot, 20 newtons sur tel axe par exemple. Le robot va faire toutes ces trajectoires qui suivent en appuyant à 20 newtons. Donc typiquement, ça c'est le réglage qui s'appelle le force control, contrôle en force. Voilà. Ensuite, donc ça c'est la partie application d'effort, utilisation du capteur d'effort, récupération des données. Et ensuite, il y a toute la partie génération de trajectoire. Pour faire les opérations de finition, je disais, il y a appuyer et ensuite il y a bouger. Et bien bouger, on peut le faire de différentes manières. Et le Finishing Copilot, on le voit là sur ce qui est affiché à l'écran, il a différentes manières de bouger, notamment des générations de trajectoires automatiques, des enregistrements de trajectoires. On a aussi du point par point, ce qui est un peu plus classique dans la robotique. Voilà, tout un tas d'outils qui vont permettre à l'opérateur de programmer, de reprogrammer, de faire des tests, de voir ce qui marche le mieux dans son application. Ça, quelle que soit la forme en fait qu'on a traitée, parce que je crois qu'effectivement dans votre logiciel, vous avez une solution qui permet de traiter des formes hémisphériques, des formes cylindriques, de façon assez simple, alors que normalement ce sont des points très délicats à traiter en termes de programmation robotique. Exactement. On a différents en fait niveaux de complexité qu'on va faire. Donc le plus simple, même le plus simple de base, c'est une surface plane. On va apprendre 4 points en robot. On va prendre 4 points en robot. Le robot va générer automatiquement un S avec des paramètres donnés. Si on parle d'une surface courbée, on va lui apprendre 6 points. Et si on apprend une surface courbée dans 2 sens, donc ça peut être une sphère, on lui apprend 9 points. Et là, il va venir, pareil, générer une trajectoire. Le but, c'est de simplifier au maximum, de diminuer au maximum le temps de programmation, de le simplifier au maximum pour donner accès à la robotique à des entreprises qui n'ont pas forcément les connaissances pour la robotique plus traditionnelle, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est l'offre logicielle, mais vous avez aussi une offre matérielle qui est associée. Oui. Alors, basé sur ce Finishing Copilot, on a sorti ce qu'on appelait des kits, et notamment le Sending Kit, qui est un kit d'application qui comprend le logiciel. Donc le logiciel, en fait, c'est une clé USB qu'on vient mettre dans le robot, qui contient des fonctionnalités. Et on vient installer, vous allez le voir tout à l'heure sur un des robots, une ponceuse qu'on propose, qui est une ponceuse de la marque Dynabrade. On a développé un adaptateur pour venir installer cette ponceuse sur le robot. La ponceuse donc on voit d'ailleurs sur la photo, on voit l'air comprimé qui arrive, qui est piloté directement par une des sorties du robot, par le contrôleur du robot. C'est-à-dire que dans le programme, on peut dire allume la ponceuse, éteins la ponceuse. Donc tout est automatisé. Et donc voilà, c'est ce qu'on a appelé le Sending Kit. Donc là, vous avez un kit plug and play d'opération de finition avec le hardware, qui est la ponceuse, et le software, le Finishing Copilot. Et le client a la possibilité, s'il le souhaite, d'adapter sa propre ponceuse, ou à chaque fois, il doit acheter votre ponceuse que vous proposez?
Alors, il peut acheter la ponceuse qu'on propose. Donc, c'est une ponceuse orbitale qui est faite pour des grandes surfaces, qui a un certain diamètre. Voilà. On est très conscient que ça ne correspond pas à 100% des applications de finition. C'est pour ça qu'on a développé un autre adaptateur. C'est celui qu'on voit sur l'écran. Donc, l'adaptateur pour les ponceuses et polisseuses de la marque Mirka. Donc il y a tout un tas de références qui sont disponibles. Vous voyez ici une ponceuse de forme rectangulaire. Il y a des ponceuses triangles. Voilà, dépendamment vraiment du process, on va utiliser tel ou tel produit. Après, ce qu'il est possible aussi de faire, c'est d'adapter une ponceuse bien spécifique que le client a l'habitude d'utiliser à la main au bout du bras du robot. Il suffit de trouver le bon adaptateur mécanique en fait pour venir brider la ponceuse. Ça fait partie des services que nous proposons aux clients s'ils ont besoin, soit des impressions 3D, soit des pièces usinées, mais effectivement de faire des adaptations. On a un bureau d'études pour ça. Une question qui revient régulièrement de la part des clients, en fait, c'est l'autonomie du système ou la possibilité donc, de changer, on peut dire, le disque abrasif potentiellement, soit parce qu'il s'use, soit parce qu'à un moment donné, je vais commencer avec un grain plutôt grossier à 80 et finir avec un grain fin à 200, 300, 500. Comment ça peut se faire dans ce cas-là? Alors, il y a plusieurs façons de prendre le problème. Effectivement, quand on veut automatiser une solution de finition, que ce soit ponçage, polissage, il y a toujours à un moment donné la question du consommable. On va venir user le disque, on va vouloir peut-être même changer carrément l'outil. Par exemple, commencer avec une ponceuse orbitale comme on propose pour faire le gros de la surface, puis aller chercher les angles avec une ponceuse triangle, une ponceuse rectangulaire ou autre. Alors, on doit se poser la question... Est-ce que je veux changer uniquement le papier? Dans ce cas-là, il y a des solutions industrielles qui existent, qui viennent une espèce de lame, qui viennent arracher le papier pour remplacer. C'est une espèce de scratch qui lie les deux. On vient passer la ponceuse sur la lame, ça arrache le papier usé. Ensuite, on programme le robot pour qu'il aille en chercher un nouveau. Ça, c'est une solution. Une autre solution, c'est carrément de changer l'ensemble de la ponceuse pour changer de type d'outil, ou simplement parce qu'on a considéré que c'était plus simple d'avoir toute une rangée de ponceuses et l'opérateur, toutes les heures, on a calculé qu'il y avait 6 papiers qui passaient, donc on vient changer les 6 en même temps, et le robot, pendant son temps de travail, il vient changer automatiquement de ponceuse. Pour ça, on a besoin d'un changeur d'outils automatique. La plupart du temps, c'est des changeurs d'outils pneumatiques qui existent également sur le marché. Il y a un client qui a réalisé une application avec une handi, en fait. Et c'est la handi qui vient prendre la ponceuse, qui fait son travail. Ensuite, il va reposer la ponceuse. Il en prend une autre après pour un grain différent. On peut imaginer cette solution. Là, ça fonctionnait très bien pour ce projet-là. Se servir de la handi pour venir brider une nouvelle pince, pourquoi pas. On peut adapter les morts de la handi pour venir l'utiliser comme une bride mécanique, pourquoi pas. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter un case story, un cas précis d'une réalisation qui a déjà été faite? Oui, alors je vous ai amené une vidéo, c'est la vidéo d'une application, je vous explique dans les grandes lignes, qui a été faite en Amérique du Nord. Donc c'est une application qu'on retrouve énormément en Europe, enfin partout dans le monde. C'est du ponçage de cadres de fenêtres et de portes. Donc on a une surface qui est plane, dont les dimensions peuvent changer, mais qui est toujours de la même forme. Donc l'idée du client, c'était qu'il voulait automatiser le ponçage de ces cadres de fenêtres et ces cadres de portes de la manière la plus simple possible. Du coup, ça va être plus parlant, je pense, pour les gens qui nous regardent. Donc on voit la problématique du client, c'était d'adapter en fait le programme à chaque fois qu'il y a un changement de taille de fenêtre. Donc là, ce que fait le robot en début de programme, c'est qu'il vient palper les bords de la fenêtre, il vient récupérer les dimensions de cette fenêtre et il vient adapter le programme qu'on lui a préalablement appris aux dimensions de cette fenêtre. Donc vous voyez que là, on a appris au robot les 4 points qui représentent les angles de la fenêtre. Le robot commence par faire le périmètre et ensuite, avec les mêmes points, il vient faire l'intérieur. Ce qu'on est capable, ça c'est dans le logiciel, c'est vraiment l'intelligence que vient apporter le logiciel, de séparer le périmètre, l'intérieur. On définit des marges d'une certaine taille, qui sont toutes les mêmes sur les fenêtres du client, notamment.
Et ensuite, voilà, dépendamment de ce qu'on a envie de faire, on vient générer des petits ronds. Voilà, on ne fait pas seulement de la trajectoire linéaire, on est aussi capable d'avoir des trajectoires circulaires. Oui, voilà. Bah, en fait, c'est ce qu'on fait à la main. Donc, on s'est dit qu'on avait besoin de faire ça avec le robot aussi. Donc là, effectivement, le robot, pour éviter les traces, il fait des petits ronds en même temps qu'il fait son S pour rejoindre les 4 points. D'accord. Voilà. L'idée, c'est de s'approcher au plus du process humain. Mais ça, par contre, c'est un point qui est important, je pense qu'il faut se signaler. C'est souvent, on se rend compte que les fonctions de finition sont très associées à un savoir-faire humain et nécessitent un temps de développement et de mise en œuvre. En fait, il faut vraiment essayer de trouver la bonne approche. Oui, exactement. Et je vous interromps parce qu'on va voir effectivement le robot qui vient palper les deux côtés pour définir la taille de la fenêtre. Donc là, voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. On est exactement sur la même forme. Enfin, ça reste un rectangle. Il y a seulement les dimensions qui changent. Le matériau est le même. La taille du cadre, du rebord est exactement la même. Donc, en fait, les paramètres de process sont les mêmes. Et l'idée, donc, c'était d'offrir un outil au client, à l'opérateur, qui permet de programmer ultra rapidement et simplement, tout en respectant, les paramètres qu'il utilise manuellement. Donc, effectivement, le logiciel Finishing Copilot, faut le voir comme un outil qui permet à l'opérateur de transmettre son savoir-faire au robot. Un petit peu ça. C'est vraiment ça, en fait. C'est quelque chose qui simplifie la mise en œuvre de tout ce qui est fonction finishing, mais malgré tout, il y a besoin de le savoir-faire de l'opérateur pour bien le mettre en œuvre. Bien sûr, bien sûr. Donc là, on a la chance d'avoir deux robots. Ce que je vous propose, c'est que vous alliez nous présenter le fonctionnement de robots avec les deux fonctionnalités. Je crois qu'il y a une fonctionnalité qui est plus outil fixe et l'autre qui est plus pièce fixe, si je comprends bien. Exactement. Alors, je ne vous accompagne pas pour des raisons Covid, parce qu'ici, on a bien la protection du verre, mais là-bas, il n'y a pas. Donc, je vous laisse présenter ces éléments. Voilà, donc la première application que je vais vous montrer, c'est une application avec donc la ponceuse sur le robot. Donc là, on parle de process to part. Vous allez voir que tout à l'heure, on amène la pièce à la ponceuse, donc on parle de part to process. C'est des manières de programmer un petit peu différentes. Donc, grosso modo, l'application, on a un robot Universal Robot avec le capteur d'effort qui est ici. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on vient récupérer les données du capteur d'effort et on vient piloter le robot en effort. Donc, on va appuyer de manière constante avec l'outil. Et ensuite, on va générer une trajectoire. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps une application qui a été programmée. On allume la ponceuse avec le robot, la sortie directement qui est en dessous. On allume la ponceuse, on appuie, on fait un tour, on vient polir le saladier qui est juste à côté de moi. Ensuite, on se dégage et on éteint la ponceuse. Donc ça, c'est le premier programme. Donc ça va faire un peu de bruit. Donc voilà, programme assez simple qui est construit toujours un peu de la même manière comme toutes les applications de finition. Donc je vais en ouvrir un autre pour vous montrer un peu comment ça se passe pour programmer réellement une application de finition. Donc j'ai préparé un template de programme. Donc vous voyez, en fait, on va toujours retrouver les mêmes choses dans une application de finition. La première chose, c'est l'approche. Donc on va faire des points de passage, ce qu'on appelle. Donc un point, on va se positionner au-dessus de la zone où on veut commencer à poncer. Donc là, je vais demander au robot de venir se déplacer. Il faut juste faire attention au câble. Voilà. Donc là, il est prêt à partir. Ensuite, on a un autre point où le robot va venir s'approcher. On fait bien attention, parce que tout ça, c'est quand même basé sur le fait qu'il y a un capteur d'effort. Donc, avant d'allumer la ponceuse, avant de faire quoi que ce soit, on vient dire au capteur d'effort, mets-toi à 0 parce qu'ici, tu n'as aucun effort. On fait une espèce de calibration à chaque début de programme. Ensuite, on rentre dans le contrôle de force. Donc ça, c'est la base vraiment du Finishing Copilot. C'est dire au robot, tout ce que tu vas faire derrière, tu vas le faire avec cet effort-là. Donc cet effort-là, dans le cas d'une application de finition, c'est un effort sur l'axe Z de l'outil, donc à la verticale vers le bas, avec 100% de rigidité, une gamme de déviation. Vous voyez qu'il y a plein de paramètres, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite. On peut faire plein de choses avec ce contrôle de force. C'est comme ça qu'il faut programmer pour une application de finition. Donc ensuite, on rentre dans le nœud de force. Dans le nœud de force, la première chose qu'on fait, c'est qu'on attend la force. Donc on applique un effort et tant qu'on ne l'a pas atteint, ces 20 newtons sur l'axe Z, on ne fait rien. Donc le robot, il va chercher ces 20 newtons.
Et ensuite, on vient générer des trajectoires. Donc là, j'en ai volontairement appris plusieurs, de plusieurs manières, pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'il existe, qu'est-ce qu'on peut faire. La première, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo. C'est une trajectoire 4 points. Donc vous allez voir que j'ai appris 4 points sur la table, et le robot va générer ses S tout seul, en fonction des paramètres que je lui ai donnés. Donc une vitesse d'avance, un espacement entre les passes, en lui disant de terminer au point 4, je pourrais le faire terminer ailleurs. L'idée, c'était, à la fin du point 4, j'enchaîne sur une autre trajectoire, qu'on appelle une trajectoire multipoint. Et donc, on lui apprend des points, et on va lui faire soit des lignes, soit des courbes. Voilà les points. Vous allez voir ça quand je vais lancer le programme. À la fin de cette trajectoire multipoint, donc tout ça, il le fait toujours en appliquant ses 20 newtons. À la fin de la trajectoire multipoint, on lui génère une trajectoire enregistrée. Donc ça, je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait. C'est assez sympa pour les surfaces un peu plus complexes. On appuie sur le bouton rouge pour enregistrer tous les mouvements. Donc on peut faire bouger le robot à la main, enregistrer cette trajectoire et refaire toute la trajectoire automatiquement à une vitesse constante, à l'envers, à l'endroit, un petit peu comme on veut. Ensuite, on se dégage et on arrête question, je vous interromps. Oui. Vous parlez de 20 newtons. Quelle est la force minimum qu'on est capable d'appliquer? Alors, la force minimum, en fait, on parle de sensibilité du capteur. On est capable d'aller chercher autour du newton, légèrement en dessous. Ce qu'il ne faut pas oublier dans les opérations de finition, c'est qu'on a un outil qui est en dessous du capteur d'effort, qui va vibrer, qui va générer du bruit. Donc en fait, ça va pas être tant la sensibilité du capteur qui va limiter, mais plutôt le bruit généré par l'outil. Donc la plupart du temps, pour les applications de finition avec un outil vibrant qui se retrouve en dessous, on conseille d'appuyer autour de 15-20 newtons ou plus. En dessous, on risque d'avoir trop de bruit et de ne plus être capable de contrôler l'effort correctement. Voilà, de contrôler l'effort, de récupérer les bonnes valeurs. 20 newtons, ça correspond à peu près à ce qu'on appuie à la main, grosso modo, quand on le fait normalement. Merci. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc volontairement, là, je ne vais pas allumer la ponceuse pour pouvoir parler en même temps et pouvoir me faire comprendre. Vous voyez que la première partie du programme, le robot s'approche, appuie et commence sa trajectoire 4 points. Donc là, il fait son S avec ses 30 mm entre chaque passe. Et vous voyez que si je force un petit peu, il va toujours chercher à récupérer ses 20 newtons qu'il a en commande. Donc à la fin de ces 4 points, il va faire sa trajectoire multipoint, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc il y a un point là, un point là, un point là. Et ensuite, il enchaîne, toujours en appuyant à 20 newtons, sur la trajectoire enregistrée, que je lui avais enregistrée préalablement. Donc je vais vous montrer... Donc là, on peut enregistrer une trajectoire comme ça à la main simplement. Exactement, exactement. Donc je vais vous montrer un petit peu comment... normalement, vous devez voir mon écran, voilà. Vous voyez mon écran sur l'écran de contrôle du robot. Donc pour re-enregistrer une trajectoire ou créer un programme, en fait c'est exactement la même chose, je peux appuyer sur ce bouton rouge, lancer l'enregistrement, libérer certains axes du robot, lui demander de faire une trajectoire qui peut être celle-là, qui peut être à peu près n'importe quoi. J'arrête mon enregistrement. Et ensuite, je lui demande de le faire à 80 mm/s. Comme ça évite de subir un peu les à-coups que j'ai pu faire en lui apprenant manuellement. Donc, on regarde ce que ça peut donner. Et vous voyez que le robot, il va bouger exactement de la même manière. Là, il ne touche pas la surface, qu'en fait, on n'est pas dans la fonction. C'est juste le mouvement en fait, que vous avez appris. Exactement. Là, on parle vraiment de cinématique. Donc, je lui ai appris un mouvement, il fait exactement la même chose, y compris le changement d'altitude. Il ne faut pas oublier que dans le vrai programme, il est dans un contrôle en effort. Donc du coup, il va le faire en appuyant 20 newtons. Donc l'altitude va être en fait compensée par l'effort. D'accord. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant l'autre démo avec l'external tool finishing kit, donc qui comprend le logiciel copilote plus la ND pour venir apporter une pièce à une ponceuse externe. Vous allez voir qu'en fait, tout à l'heure, on regardera un petit peu plus le programme en détail. C'est fait exactement de la même manière que l'autre application de finition. On appuie, on génère un effort, on garde le contact et on bouge. Donc je vais lancer le programme. J'allume la polisseuse. Donc là, vous voyez que le robot il s'approche.
Et ensuite, il va chercher à appuyer. Donc là, on a mis 5 newtons pour le coup, parce qu'on est sur du polissage. Et il va générer sa trajectoire. Donc je coupe volontairement le programme maintenant pour pouvoir vous expliquer un peu plus. Là, ce qu'on a vu, c'est le début d'une trajectoire automatique en 6 points. Donc normalement, vous allez pouvoir voir voilà, ce qui se passe un petit peu sur le contrôleur. Donc vous voyez que ce qu'il y a à l'écran, c'est vraiment les 6 points que je lui ai appris. Vous devez me voir sur la petite caméra également. En fait, ce qu'on est en train de poncer ici, c'est une poignée de porte. Une poignée de porte, la partie courbée qui est ici. Donc les 6 points que vous voyez sur l'écran du robot, ils correspondent aux points ici qu'on a appris préalablement au robot, au niveau de la programmation. Donc, quand on regarde le Teach Pendant qui permet de piloter un peu tout ça, on se rend compte que la construction du programme, elle est exactement la même que celle que j'ai faite tout à l'heure. On a une approche, on a un capteur à 0, on a un contrôle en force, ici, pardon, et on a une trajectoire, une génération de trajectoire. Pour le coup, dans ce cas réel, on avait besoin de polir sur du 6 points uniquement cette surface. Donc voilà, on a appris ça. La seule différence, et c'est assez intéressant parce que c'est pris en compte dans le Finishing Copilot, c'est qu'ici, on veut contrôler la vitesse. Alors c'est un petit peu... faut arriver à se l'imaginer, mais il faut arriver à contrôler la vitesse au niveau du point de contact qui est ici fixe et qui va bouger par rapport au robot en fait. Enfin, qui est fixe par rapport au robot, pardon. Donc en fait, c'est pour ça qu'on va utiliser la fonctionnalité du TCP externe, donc le point centre outil qu'on va positionner ici de manière fixe et on va piloter le robot pour qu'il bouge de manière à ce que le contact se fasse tout le temps ici, à un effort constant ici, à une vitesse constante en ce point-là. Voilà. Merci. Et merci pour ces présentations. De rien. Donc, pour résumer, on a vu qu'il y avait deux modèles d'application sur la partie finishing. Un où c'est l'outil qui est embarqué sur le robot et le deuxième où c'est la pièce qui est embarquée sur le robot. Exactement. C'est bien ça. Exactement. Et donc, pour synthétiser, on a dans l'offre robotique une partie logicielle qui donc permet de contrôler l'effort appliqué et contrôler les trajectoires, et une partie matérielle dans le cas où l'outil est embarqué sur le robot, qui est en fait une ponceuse orbitale, on va dire en quelque sorte. Oui, grosso modo, c'est ça. Voilà. Et il y a un autre adaptateur qui existe pour les ponceuses de la marque Mirka. Comme ça, on est capable, grosso modo, de proposer une gamme de références d'outils de ponçage ou de polissage qui peuvent couvrir la plupart des cas, en fait. Ok. On a eu, on va répondre maintenant aux questions qui ont été posées. On a eu deux questions qui ont été posées. La première, c'est est-il possible de meuler des soudures sur des viroles inox suivies d'une finition de polissage, forme cylindrique ou type trémie? Ça, normalement, il n'y a pas de souci. Oui. On a fait des tests de meulage. Alors, c'était carrément une meuleuse manuelle qu'on a bricolée pour installer au bout du bras. C'était des tests qu'on faisait. Ça fonctionne bien. Encore une fois, quand on parle d'enlèvement de matière, cordon de bavure, ce genre de choses, il faut voir ce qu'on attend derrière, en fait. C'est vraiment un process, c'est vraiment... faut mettre en place des tests, mais en tout cas, les outils proposés permettent de faire ce genre d'application. Deuxième question, même si ici on est plus pour parler des cobots UR, ces outils s'appliquent sur les robots FANUC. Alors sur la partie matérielle, je ne pense qu'il n'y a pas de souci. Sur la partie logicielle, par contre, là, alors voilà, c'est ça en fait. Donc les brides ont été adaptés pour les robots UR. Donc on peut imaginer si c'est la même chose ou faire une bride d'adaptation. Donc là voilà, le hardware, pourquoi pas. Par contre la partie soft a vraiment été développée sur Universal Robot avec la cinématique d'Universal Robot, le capteur d'effort. Donc non, ça a été vraiment. C'est vraiment propre. C'est spécifique UR. Le logiciel en fait est propre à Universal Robot. Oui. D'accord. Alors c'est vrai que c'est un vrai atout aujourd'hui de la gamme Universal Robot, c'est d'avoir tout cet environnement, on n'en a pas parlé, mais les produits robotiques sont certifiés UR+, donc sont tous ces accessoires qui sont plug and produce, ce qu'on appelle. Donc vous venez installer l'accessoire sur le robot et vous installez un driver et ça rajoute directement les fonctionnalités robot. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment propre à l'univers Universal Robot. Une dernière question, savoir si on avait le droit de diffuser la vidéo, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, elle va être enregistrée et elle va être mise en ligne sur notre page YouTube. C'était la vidéo des tests qui avaient été faits chez vous. Toutes les vidéos seront dans le système, il n'y a pas de souci. Oui, n'hésitez pas à aller voir aussi sur le site de robotique. Il y a énormément de contenu, tout un tas de tests qui sont mis en ligne, ce genre de choses. Si vous voulez vous faire une idée de ce qui existe, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et de la même façon, sur le site hmi-mbs.fr, n'hésitez pas à venir consulter.
Une autre question qui vient d'arriver, est-il possible de bavurer une pièce circulaire en étain? Alors, je dirais que pour l'ensemble des pièces, si vous avez des doutes ou des possibilités, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, prenez contact avec nous directement et on réalise des POC, des proof of concept, des essais directement. Et c'est la meilleure solution de se dire ça fonctionne ou ça fonctionne pas. C'est de faire l'essai en réel. Ça dépend, comme on l'a dit tout à l'heure, la finition, ça implique vraiment la notion de savoir-faire humain. Et la meilleure solution, c'est de faire l'essai et de voir si ça correspond à vos attentes, vous, en termes qualitatifs. Comment ajoute-t-on la pâte à polir? Est-ce qu'on peut ajouter la pâte à polir dans le cycle? Oui, on a fait des tests. Alors comment on l'ajoute, ça, c'est pas moi qui ai participé. On peut commander une électrovanne qui vient projeter quelque chose. Ça, pour quelque chose d'externe. On parle d'automatisation globale. C'est pas forcément le robot qui va faire ça. Par contre, on va venir polir par-dessus la pâte. Ça, on est capable de le faire. On a eu un projet, notamment sur des jantes de voiture en Suède là-bas où la pâte était mise. Alors je ne sais pas trop comment. Et puis on venait avec un outil polir en fait. Après, on peut imaginer si on a un changeur d'outil que le robot vient prendre un distributeur de pâte. On peut imaginer dans le cas où la pièce est embarquée sur le pincé, on peut venir tremper la pièce dans la pâte avant de la traiter, j'imagine. Après, on peut faire ce qu'on veut en termes de programmation. On peut tout imaginer, les possibilités sont infinies et c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir un bureau de l'ingénierie ou nous des coachs en intégration pour justement orienter un petit peu les clients en fonction du process et trouver les meilleures solutions. Mais tout est faisable. Autre question, avez-vous fait des applications de polissage type luxe? Peut-on imaginer de contrôler l'aspect de la pièce via une caméra? Alors, sur la partie polissage, on est capable de faire des choses. On a déjà travaillé effectivement avec des rendus vraiment pointus dans le milieu du luxe. Par contre, après le contrôle, je dirais que là, ça sort du périmètre de toute façon de robotique. Et je dirais même que les rendus ne sont pas toujours évidents à estimer d'un point de vue visuel parce qu'il y a un vrai côté humain toujours. Et je dirais que c'est l'opérateur ou la personne qui est en charge qui a le meilleur savoir-faire. Effectivement, le côté contrôle qualité, en général, on voit, il y a beaucoup d'applications de contrôle qualité qui sont faites avec les robots collaboratifs, les pinces robotiques. Par contre, c'est plus pour amener les pièces sur les zones de contrôle, en fait. Et c'est soit des machines spécifiques, soit des humains qui vont venir vérifier visuellement s'il y a une micro-rayure ou pas, quoi. Voilà, après. Parce que les systèmes automatisés vont être capables de contrôler les données physiques. Les micro-striures avec un RA, des choses comme ça. Mais de là, avoir un aspect vraiment, parce que souvent on parle d'esthétique, là c'est plus effectivement dans le domaine de l'humain. Après, on rentre dans des problématiques d'intelligence artificielle, ce genre de choses, mais voilà. Bon. C'est aller un peu plus loin, je pense. Peut-on faire un suivi de géométrie dans une zone définie? Un suivi de géométrie dans une zone définie. Est-ce que, en fait, peut-on intégrer un fichier DXF, clairement? Alors, on peut intégrer un fichier CAD DXF, suivre une trajectoire théorique avec le robot UR. Oui, on peut en intégrer ça, bien sûr. On a des outils comme RoboDK ou même, je crois, SolidWorks permet de générer aussi des éléments. Oui, on peut générer des trajectoires. Je pense notamment à une preuve de concept qu'on avait faite où c'était, justement, c'était de l'ébavurage et pour le coup, ça avait fonctionné. Une petite pièce qui avait une surface un peu complexe. Il y avait deux solutions, soit on générait la trajectoire informatiquement, donc avec un fichier DXF, le robot suivait cette trajectoire, ou alors on utilisait le capteur d'effort, on apprenait grossièrement la trajectoire, le robot se collait constamment en fait à la trajectoire réelle avec l'outil et faisait les bavurages. Donc en général, c'est l'un ou l'autre. C'est soit on suit cinématiquement une trajectoire, soit on y va en contrôle d'effort. C'est vrai que sur les fonctions de bavurage, les fonctions de bavurage qu'on a pu mettre en œuvre avec la chaîne MBS, ça a toujours été effectivement plutôt inspiré de trajectoires CAD, de fichiers CAD, plutôt qu'un système de contrôle d'effort. Voilà. Sinon, on n'arrive pas à bien contrôler en fait l'angle résultant du système. Autre question, quelle est la durée de vie, la durée de fonctionnement de ce type d'outil avec un cobot dans un environnement tel que le ponçage? Alors, côté robot, je vais déjà répondre, après je vous passerai la parole. Côté robot, en fait, on va naturellement mettre des housses pour protéger les robots s'il y a des projections, des choses comme ça. Ce qui fait que le robot, du coup, ne subit pas en fait l'environnement. Côté outils, tout dépend du process que vous allez utiliser. Il n'y a pas vraiment de durée de vie spécifique. Les outils sont garantis comme tous les outils de ponçage classiques. Après, par retour d'expérience, on n'a pas eu tellement de pannes ou de problèmes autour de ça. Hein. Donc
C'est une ponceuse orbitale du commerce, en fait, c'est la durabilité d'une ponceuse orbitale du commerce. Exactement, exactement. Puis le logiciel, pour le coup, lui, il tient. Il n'y a pas de souci. Il tient longtemps. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est aussi efficace pour le ponçage vernis à l'huile tampon. Alors ça, typiquement, là, on est dans un process métier où il faut discuter avec le ouais. client. Je ne sais pas qui a posé la question, mais j'ai envie de dire oui, hein, à voir. À voir. C'est Miguel Sardrois qui nous a posé la question. Écoutez, là-dessus, pareil, je vous propose vraiment, rapprochez-vous de nous. N'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un mail, nous téléphoner. Nos experts prendront contact avec vous. Et ensuite, on viendra et on fera un POC et on discutera avec vous de chaque application. C'est vraiment un métier, je pense que le monde de la finition, du polissage, du ponçage, c'est vraiment un métier d'homme, en fait, et un vrai savoir-faire à chaque fois humain, et qui nécessite, je dirais, au cas par cas d'étudier et de voir si on peut valider. Oui, exactement. Et puis, il ne faut pas hésiter à intégrer l'opérateur qui le fait manuellement, qui va se connaître l'angle de la ponceuse, comment il appuie, combien de fois il passe, quel type de grain il utilise, évidemment, ce genre de choses. Donc, il faut vraiment que ce soit une discussion avec le client. Dernière question, c'était quelle est l'amplitude maxi atteignable? Ça va dépendre du robot? Oui, ça va dépendre du robot, donc c'est 1m30. Sur l'UR10, le plus grand, donc on est effectivement sur une sphère de 1m30 de rayon, soit 2m60 de diamètre, ça permet déjà de faire un beau déplacement. Et après, on a la possibilité, notamment il y avait une vidéo qui avait été faite sur du polissage de verre où le robot avait besoin d'aller chercher plus loin, et donc on avait installé une rallonge en fait pour appuyer un peu. C'est l'application qu'on avait faite, c'était chez Saint-Gobain, Sully-sur-Loire, on voulait polir les plaques de verre. Pour effectivement être capable d'atteindre les coins, on avait été obligé de rajouter, de déporter l'outil. Voilà. Alors après, tout ça, c'est un calcul. Faut regarder parce qu'effectivement, quand on déporte un peu l'outil, il faut arriver à appuyer quand même assez fort. Donc, on peut pas imaginer une rallonge de 2 mètres de long. Mais voilà, sur une vingtaine, trentaine de centimètres. Aujourd'hui, il existe des solutions d'axinaire qui sont proposées aussi pour les robots. On peut mettre le robot directement sur un axinaire qui permet de se déplacer et d'augmenter du coup sa portée. Écoutez, on vous remercie à tous, d'avoir assisté à ce webinaire interview. C'était le premier de la série, donc sachez qu'il va y en avoir un maintenant tous les mois, avec des thématiques qui vont être différentes. Il reste encore une question. Avez-vous fait le polissage de bord de verre? Alors, on a fait du polissage de la surface du verre. Maintenant, le bord de verre, je ne sais pas si Robotique a déjà eu l'expérience. Non, pas à ma connaissance. Encore une fois, le mieux, c'est d'envoyer une pièce, on la bride sur un établi et puis on voit. Hein. Mais a priori, il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. C'est une question d'outils adaptés, en fait. Hein. Donc, une fois de plus, M. Stéphanie, rapprochez-vous de nous et puis on fera un essai, on verra ce qu'il y en est. Peut-on avoir une idée du prix bras plus logiciel? Alors, ça va dépendre du format du bras. Il faut savoir que les robots UR en seuls vont de 20 000 à 40 000 euros suivant les différents formats. Pour de l'UR3 avec un rayon d'action de 500 mm jusqu'au... Alors, le plus gros qui est le plus cher, c'est l'UR16 avec un rayon d'action de 900 mm. L'UR10, entre les deux, qui est entre 35 000 et 37 000, et lui a un rayon d'action de 1300 mm. Et la partie... Ensuite, la partie, alors ça dépend, logiciel plus ponceuse, tout ça. On va dire que le sanding kit, par exemple, on est autour de 3 000 euros. Voilà. Il faut avoir ça en tête pour... Voilà. Après, il faut rajouter naturellement le pied pour fixer le robot et puis voilà, il y a toute la partie intégration. Pièces, voilà. Bon, j'espère qu'on a pu répondre déjà à une grande partie de vos questions. Et donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à reconsulter cette vidéo sur notre plateforme YouTube. Et n'hésitez pas à nous recontacter, surtout si vous avez des questions et des besoins. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci, à bientôt. Merci Nicolas d'être venu. Merci à vous, avec plaisir.